Imaginez ceci. Le rugissement de 50 000 Romains fait trembler le Colisée. Le soleil brille sur les casques en bronze. Dessous le sol de l'arène, les combattants surgissent sur des plateformes cachées. Un spectacle de violence, d'honneur et de survie. Ils se tournent vers l'empereur et salutent avec des mots gravés dans notre mémoire culturelle. Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. Nous avons tous vu les films, mais derrière le drame hollywoodien se cache une réalité bien plus complexe et souvent plus sombre. Alors, qui étaient ces guerriers du sable ? Et à quoi ressemblaient vraiment leur vie et leur mort ? Les origines des jeux de gladiateurs. Le mot gladiateur vient de gladius, le mot latin pour épée. C'est approprié, mais le concept, lui, n'est pas à l'origine romain. Les Romains ont beaucoup emprunté. Les dieux, l'architecture, même la vinification. Et le combat de gladiateurs ne faisait pas exception. La plupart pensent que l'idée vient des Étrusques, ce peuple mystérieux de la Toscane d'avant Rome. Mais il existe une autre théorie. L'historien romain Tite Live affirmait que l'idée venait des Samnites, de farouches guerriers du sud de l'Italie. Cette théorie a reçu davantage de soutien parmi les historiens modernes, surtout depuis que les plus anciennes écoles de gladiateurs se trouvaient en Campanie, territoire samnite. Quelle qu'en soit l'origine, le premier combat de gladiateurs romains enregistré eut lieu en 264 avant notre ère, lors de jeux funéraires organisés en l'honneur de Decimus Junius Brutus. Au début, ces duels mortels étaient solennels, un hommage brutal lors des funérailles aristocratiques. Mais les choses ont changé, et rapidement. À la fin de la République, les jeux étaient devenus de grands spectacles, des outils parfaits pour l'ambition politique. Vous voulez des voix ? Donnez du sang au peuple. Même Jules César, déjà criblé de dettes, n'a pas pu résister. En 65 avant notre ère, il a honoré son père avec un festival mettant en scène plus de 300 paires de gladiateurs, et la foule a adoré. Bientôt, les empereurs sont intervenus. Les jeux de gladiateurs sont devenus une affaire d'État, un moyen de divertir, de distraire et de fidéliser la foule. L'empereur Trajan a célébré ses victoires avec 5000 combats sur 120 jours. Ce n'est pas du divertissement, c'est une stratégie de campagne trempée de sang. La vie des gladiateurs. À l'origine, la plupart des gladiateurs étaient des prisonniers de guerre, des esclaves ou des criminels condamnés, et pourtant ils étaient vénérés. La société romaine entretenait une relation étrange avec eux, faite à la fois de dégoût et d'obsession. Les gladiateurs étaient juridiquement frappés d'infamia, comme les prostituées et les acteurs, avec peu de droits et jugés moralement souillés. Et pourtant, on pensait que leur sang pouvait guérir l'infertilité. Ils étaient peints sur des mosaïques, gravés sur des lampes et mentionnés dans des graffitis amoureux. Un gladiateur, Créchence, a laissé un message à la postérité. Créchence, qui prenait les jeunes filles dans ses filets la nuit. Ils étaient des célébrités, des symboles sexuels, des icônes dangereuses. Les gladiateurs n'étaient pas seulement des combattants. Ils incarnaient les vertus militaires romaines, métaphore vivante de la puissance et de la discipline de Rome. Et n'étaient pas tous esclaves. À la fin de la République, jusqu'à la moitié des gladiateurs étaient des volontaires. Oui, des hommes libres choisissaient cette vie pour l'argent, la gloire, ou parfois par désespoir. Ils prenaient des noms de scène. Tigre, Achille, Météore, Acier. Certains revenaient même dans l'arène après avoir gagné leur liberté. Parfois, même des sénateurs et des empereurs combattaient. Le plus tristement célèbre était Commode, qui se prenait pour un dieu guerrier. Il combattait dans l'arène, généralement contre des adversaires handicapés ou affaiblis, et exigeait l'admiration, l'entraînement pour l'arène. Quel que soit leur passé, tous les gladiateurs s'entraînaient durement. Ils vivaient dans des écoles de gladiateurs, ou ludis, dirigés par un lanista, à la fois administrateur et sergent instructeur. Bien que certains lanistas possédaient leurs propres écoles, l'argent et la véritable propriété venaient souvent d'en haut, des riches aristocrates, voire de l'empereur lui-même. À l'intérieur, les gladiateurs formaient une familia, une fraternité soudée, unie par le sang et l'acier. Ils s'entraînaient sous la direction d'instructeurs expérimentés, appelés doctors, qui étaient spécialisés dans différents styles de combat. Ils s'entraînaient à frapper des poteaux, s'affrontaient avec des armes émoussées et suivaient des routines semblables à celles des soldats professionnels de Rome. Le Ludus Magnus, la plus grande école près du Colisée, avait des places pour le public assistant aux entraînements, à la manière d'une salle de sport UFC romaine. Les soins médicaux y étaient excellents. Galien, l'un des médecins les plus célèbres de l'histoire, soignait même les gladiateurs, documentant leurs blessures et contribuant à façonner la science médicale naissante. Les types de gladiateurs.
Les gladiateurs n'étaient pas tous identiques. Il en existait de nombreuses variétés, selon les armes, les armures et le style de combat. Les premières classifications reflétaient les ennemis de Rome, Samnites, Gaulois, Thraces. Ces archétypes ethniques permettaient aux Romains de rejouer leur conquête militaire dans l'arène, mais avec le temps, de nouveaux rôles spécialisés sont apparus. Le rhétière, ou homme au filet, légèrement armuré, rapide et agile, maniant un filet et un trident. Le secutor le poursuivant, lourdement armé d'un casque, d'un bouclier et d'une épée, souvent opposé au rhétière maniant le filet. Le myrmillon, l'homme poisson, portait un casque à crête de poisson, nommé en référence à la mer. Ces combats n'étaient pas aléatoires, c'étaient des affrontements thématiques, opposant l'agilité à la puissance, la vitesse à l'armure. Plus tard, des types encore plus exotiques firent leur apparition. Landabat, qui portait un casque entièrement fermé et combattait les yeux bandés, les combattants en char, les manieurs de 2 épées, et les combattants contre des animaux. Cependant, les bestiaires combattant les bêtes sauvages n'étaient pas de vrais gladiateurs. Les jeux. Malgré leur réputation, la majorité des combats de gladiateurs n'aboutissaient pas à la mort. Un combat moyen durait 10 à 15 minutes, et 90% des combattants survivaient. Le but n'était pas toujours de tuer. Il fallait impressionner la foule par l'habileté, le courage et le spectacle. Les jeux faisaient l'objet d'une forte promotion. Des affiches et annonces informaient les citoyens sur les combats à venir, les combattants, le lieu et surtout le financeur de l'événement. Comme les tracts politiques actuels, ils mêlaient de communication et battage médiatique. Contrairement à la croyance populaire, les gladiateurs ne criaient probablement jamais « Ave César » comme une tradition régulière. Cela n'a été noté qu'une fois dans un contexte très spécifique, mais ils suivaient des règles, des tactiques et des formalités strictes. L'un des moments les plus dramatiques survenait avec la missio, la demande de grâce. Un gladiateur blessé pouvait lever un doigt pour signaler sa reddition. La foule décidait alors de son sort. Un pouce baissé signifiait en réalité la clémence. Baisse ton épée. Un doigt pointé vers la poitrine signifiait la mort. Oui, la foule romaine détenait la vie et la mort entre ses mains. Un véritable théâtre du pouvoir. Les femmes dans l'arène. C'est exact, les femmes combattaient aussi. Bien que rares, les gladiatrices, comme on les appelle aujourd'hui, existaient et attiraient parfois d'immenses foules. Certaines venaient de familles nobles, se portant volontaires pour l'excitation ou la notoriété. L'empereur Domitien a même organisé des combats entre des femmes et des nains. C'était davantage de la moquerie que du sport. Mais certaines femmes ont mené de vrais combats. Un duel célèbre opposait Amazone à Achilléa. Toutes deux ont combattu courageusement et obtenu la grâce. Mais cette nouveauté après Jésus-Christ, l'empereur Septime Sévère a interdit totalement aux femmes d'entrer dans l'arène. La fin d'une époque. L'essor du christianisme a marqué la lente disparition des jeux. Certains chrétiens y assistaient encore. Mais les premiers auteurs condamnaient l'effusion de sang et les rituels païens entourant les combats. Au IVe siècle, même les empereurs commencèrent à se convertir. Le soutien impérial qui alimentait autrefois les jeux commença à s'estomper. En 399 après Jésus-Christ, l'empereur Honorius ferma toutes les écoles de gladiateurs. 5 ans plus tard, un moine chrétien sauta dans l'arène pour tenter d'arrêter un combat. La foule enragée le lapida sur le champ. Ce moment brisa ce sortilège. L'État Honorius interdit les combats de gladiateurs, mettant fin à plus de 6 siècles de tradition. Les gladiateurs étaient plus que de simples tueurs dans l'arène. Ils étaient prisonniers, volontaires, héros et victimes, célébrés et rejetés à parts égales. Ils vivaient à la frontière entre le divertissement et la mort, entre la liberté et l'esclavage, entre la gloire et l'oubli. Leur monde était un miroir violent de la société romaine et de ses contradictions. Et bien que les jeux aient pris fin, l'écho du Colisée résonne encore dans nos histoires, sur nos écrans et dans notre fascination pour ceux qui se sont levés et ont combattu sous les acclamations de milliers de personnes.